Bonjour à tous, je suis Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation canadienne durable. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé Mieux gérer sa santé mentale en vivant avec une maladie rénale chronique. Je voudrais maintenant inviter mon collègue Craig Lindsay à se présenter et à nous expliquer comment participer. Cette présentation sera traduite un peu plus tard par Philippe. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Pour ceux d'entre vous qui se connectent sur leur ordinateur, vous aurez la possibilité de soumettre des questions textuelles au présentateur en les tapant dans le volet Q&R qui se trouve dans la barre d'outils Zoom, en bas de la fenêtre de la réunion. Veuillez éviter d'utiliser la boîte de dialogue pour soumettre vos questions. Ça nous permet de mieux contrôler lorsqu'elles sont toutes soumises dans le panneau de Q&R. Vous pouvez envoyer vos questions en français ou en anglais à tout moment de la présentation. Nous les recueillerons et y répondrons lors de la session de questions-réponses à la fin de la présentation. Rappelez-vous, pour protéger votre vie privée, lorsque vous posez une question, veuillez ne pas utiliser votre nom ni fournir d'autres informations d'identification personnelle. Avant de commencer, il est important de reconnaître les terres autochtones sur lesquelles nous nous trouvons, inspirées par les 94 appels à l'action recommandés par la Commission de la vérité et réconciliation du Canada. Et la reconnaissance des terres est une des premières étapes nécessaires pour honorer les premiers occupants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens à reconnaître et respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. C'est avec gratitude donc et respect que je me joins aujourd'hui à cette réunion depuis Newmarket, territoire traditionnel des Haudenosaunee, des Wendat et des Anishinaabe. Si vous connaissez le territoire d'où vous venez aujourd'hui, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. La Fondation canadienne du Rhin tient à remercier ses commanditaires pour la série de webinaires 2023. GSK Canada, Horizon, Otsuka, Paladin et Merck. Leur soutien continu nous permet de nous réunir pour avoir des conversations plus larges, plus audacieuses et plus courageuses. Merci. Les informations communiquées dans le webinaire d'aujourd'hui sont à jour en date du 11 octobre 2023. Les informations communiquées dans cette présentation ne constituent pas un avis médical. Les informations fournies sont de nature générale et ne couvrent pas nécessairement toutes les circonstances. Bien que nous nous efforcions d'être exacts, nous vous recommandons de demander des conseils financiers professionnels pour vos questions individuelles. Le webinaire d'aujourd'hui nous donne l'occasion d'aborder un aspect de la vie avec une maladie rénale chronique qui, parfois, ne reçoit pas tout le soutien dont elle a besoin. Il s'agit du bien-être mental. Nous comprenons très bien les changements physiques qui se produisent dans le corps lorsque la fonction rénale décline. Nous avons souvent une équipe de professionnels de la santé qui s'occupe de notre bien-être physique, médecins, infirmières, néphrologues, diététiciennes, pharmaciens, travailleurs sociaux. Mais si vous vivez avec une maladie rénale chronique, vous pouvez réfléchir à la manière dont cette maladie affecte votre bien-être mental. Comment vous sentez-vous sur le plan émotionnel? Que pensez-vous tout cela? Êtes-vous inquiet? Souffrez-vous d'anxiété, de dépression? Faire face à une maladie rénale chronique peut présenter des défis. Nous espérons aujourd'hui discuter de certains travaux réalisés par des personnes comme nos panélistes pour aider d'autres personnes à trouver des stratégies, des compétences pour mieux faire face à la situation. Nous espérons vous aider à découvrir certains de ces outils à mettre dans votre trousse. Alors, pour nous aider aujourd'hui, nous avons Amr Shankar, qui va guider nos panélistes tout au long de la discussion. C'est un ancien banquier d'affaires, un parachutiste et un amoureux de l'aventure. Il a commencé à pratiquer la méditation il y a 9 ans et profite depuis des bienfaits considérables d'une pratique régulière de la respiration et de la méditation. Il aime créer de nouveaux programmes de pleine conscience pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Et au cours des 5 dernières années, il a créé des programmes de méditation et du travail sur la respiration pour de nombreux projets de recherche médicale. Aimerais à toi. Merci, Craig. Merci pour cette magnifique présentation et c'est vraiment très bien de rencontrer tout le monde qui est ici. Bienvenue. C'est un plaisir que j'ai aujourd'hui de venir présenter avec ce groupe incroyable de conférenciers et de vous parler du bien-être mental. Avant de commencer le programme de la journée, j'aimerais prendre l'occasion qui m'est donnée pendant quelques minutes
pour qu'on s'assoie de façon confortable et qu'on se pose avant de commencer ce webinaire. Donc, je vous invite à vous ajuster sur votre chaise si vous avez besoin de trouver une position assise confortable. Euh, qui vous donnera l'impression d'être dans une bonne position. Alors, pour être dans une bonne position, bien droite, commençons à faire des rotations des épaules. Alors, poussons les épaules en avant, remontez-les vers vos oreilles et redescendez-les. Cela va permettre à votre poitrine, derrière, à votre nuque finalement et à votre dos de prendre la bonne posture en restant bien assis. Maintenant que nous sommes tous bien assis, essayons une technique de respiration toute simple pour nous poser. Si vous vous sentez bien, vous pourrez fermer les yeux, mais ce n'est pas obligatoire ou nécessaire. Donc, commençons en mettant notre paume gauche sur notre ventre, ça peut être près de votre nombril, et remarquez de quelle façon vous respirez. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran, je vais utiliser simplement ma voix pour vous guider pendant cet exercice. Alors, soyez confortable, permettez-vous d'être à l'aise. Maintenant, avec l'intention, au moment où vous inspirez, permettez à votre ventre de gonfler. Donc, vous laissez gonfler votre ventre en inspirant et en expirant, vous laissez revenir votre ventre à sa position originale. Et cela peut sembler peu naturel au départ parce que généralement, on respire davantage avec le haut du corps, c'est-à-dire avec la poitrine, mais il faut respirer de façon ventrale et ça nous permet de mieux inspirer pour laisser gonfler notre ventre et expirer, laisser revenir votre ventre à sa position initiale. Alors, vous ne faites que ressentir comment l'air entre et sort de votre corps. The breath feels smooth. Alors, respiration doit être libre, doit être facile, tant en inspirant qu'en expirant. Ensuite, en inspirant, soyez à l'aise. Et lorsque vous expirez, dites-vous à vous-même mentalement que vous êtes en relaxation complète. On inspire, on est bien, on expire en se disant qu'on doit être complètement relax. On va le faire encore quelques fois à votre propre rythme, selon ce qui vous semble naturel. Nous allons à un rythme lent, agréable, confortable pour vous. On inspire, le ventre se gonfle. On expire en se permettant d'être un petit peu plus relax. You may find thoughts in your head Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des pensées pendant que vous faites tout cela. C'est tout à fait correct, naturel. Réorientez simplement votre pensée sur votre respiration en inspirant, en expirant. the breath feels smooth.
Alors, cette respiration feels free, libre, confortable completely natural. et complètement naturelle. Slowly becoming aware Tranquillement, reprenez conscience de votre corps tel qu'il est assis, of the space around you de l'espace qui vous entoure and taking it slowly et lentement, lorsque vous vous sentirez à l'aise de le faire, vous pourrez ouvrir les yeux lentement. wonderful. Merveilleux. Okay, with that practice, Bon, I alors, take the pleasure to introduce you maintenant, to après Dr. cette pratique, j'ai le plaisir de vous présenter le Who docteur is an Clara associate Bon. professor at the University Dr. of Clara est Manitoba professeure associée à in the l'Université du Vascular Manitoba et Renal néphrologue au sein du programme rénal du medical Manitoba. degree at Elle a the obtenu University son of diplôme de Manitoba médecine de in l'Université McMaster et a Manitoba, suivi une formation en médecine interne et en néphrologie à l'Université de Manitoba Saskatchewan University. et à l'Université de Along the way, Dalhousie. she also Et elle received a a également doctorate obtenu une from maîtrise en santé School of publique à la Johns Hopkins Bloomberg She School of is the Public Health. clinical lead of Elle est the responsable Renal médicale du programme Society d'exercice du and is also a member of Manitoba the Renal board Program and committee et members membre of fondateur du the comité Global Renal d'organisation du Exercise Global Network. Renal Exercise Dr. Network, le Baum's GREX. research focuses La on recherche du Dr. characterizing Baum the effects porte sur la of caractérisation des effets de l'exercice et de the l'activité functional physique status, sur l'état quality of fonctionnel, life, la and qualité de adverse vie et outcomes les effets indésirables chez les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique à tous les stades improving et sur l'amélioration des soins centrés sur le patient dans le cadre de I'll l'hémodialyse. pass it over to Sur ce, Professor je laisse la parole au Dr. Clara Baum. Very much. Merci So, beaucoup. thank you for the Donc, opportunity merci de m'avoir to donné speak at cette a opportunité de venir m'adresser à university vous. Je suis à on Winnipeg aujourd'hui, sur le territoire du traité 1, le territoire des Métis. Et j'ai un paysage magnifique devant moi. Vous ne croyez pas ça. Bon, alors je suis ici parce que l'exercice est très important dans la trousse d'outils que nous avons. L'exercice et l'activité physique. Alors, si on veut bien mettre ma première diapo à l'écran, d'abord, je vais vous faire certaines divulgations et les deux premières, vous pouvez les lire. Financement de la recherche par Hope Pharmaceutical, participation dans Precision Advanced Digital Manufacturing. Et j'utilise l'exercice pour gérer mon stress. Je me permet de le faire également. Vous voyez mon chien qui est mon meilleur partenaire de course. Je suis également responsable médical du programme rénal de Manitoba Program d'exercice et de bien-être. Et je vais partager avec vous ce que je sais, ce que j'ai découvert dans mes recherches avec vous aujourd'hui. Mais alors, à droite, nous voyons, bon, c'est froid à Winnipeg, comme on peut le voir dans l'image du bas, mais c'est magnifique. Et lorsque c'est très, très froid, près du soleil, vous avez des espèces de halo autour du soleil. Alors ça, si vous ne vivez pas dans les prairies, vous ne les voyez pas souvent, mais c'est magnifique. Et ça, c'est un chalet. Et en haut, vous avez le paysage de l'été. Bon, alors, prochaine diapo, on va parler d'activité physique et d'exercice. Donc, quelle est la différence? Beaucoup de gens parlent de cela de la même façon, mais ce que j'aimerais vous faire savoir, c'est qu'il y a des différences. L'activité physique est un mouvement corporel causé par une contraction volontaire des muscles qui augmente la quantité d'énergie utilisée par le corps. En comparaison, l'exercice est une activité physique, mais il s'agit de mouvements corporels planifiés, structurés, répétitifs qui visent à maintenir ou à améliorer les conditions physiques ou la fonction. Il y a différents types d'exercices, comme on peut le voir à l'écran. Il y en a même plus que cela, mais voici les trois principales catégories quand on parle d'exercice. Donc, dans cet exemple, mes enfants font du canot.
Alors, ils rament. Bon, c'est une activité physique, leur corps bouge, ils bougent, ils font quelque chose. Mais est-ce qu'ils s'entraînent pour les Olympiques, pour faire de l'aviron aux Olympiques? Eh bien, non. S'ils le faisaient, ils rameraient à un certain niveau pendant 2 heures pour améliorer leur capacité à gagner la course. Alors, mes filles ne font pas de course de canot, même lorsqu'elles sont en camping. Alors, prochaine diapo, nous verrons qu'il y a une autre différence importante, je crois, dans l'exercice. Donc, il s'agit de l'exercice qui peut être un passe-temps sain ou une thérapie médicale, comme on peut le voir parfois pour les patients qui souffrent de problèmes cardiaques lorsqu'ils sont en réadaptation après une crise cardiaque. Bon, ce sont deux choses très différentes. Dans une, on reconnaît que l'activité physique et l'exercice sont de bonnes choses, qu'on devrait tous encourager cela, que peu importe ce que vous faites, dans la mesure où vous êtes actif, ça va. Et c'est vrai. Mais dans le deuxième scénario, la thérapie par l'exercice est une thérapie médicale prescrite. Il s'agit d'un traitement prescrit pour un problème particulier ou dans un objectif particulier avec une fréquence, une durée, une résistance précise. On s'attend des résultats précis. On veut atteindre un objectif particulier. Donc, dans le premier cas, quand il s'agit d'un passement sain, euh, les professionnels de la santé recommandent souvent aux gens d'être actifs. Et s'ils le sont, on leur dit c'est très bien, c'est positif. Mais dans le deuxième cas, par exemple, hier soir, j'étais à l'unité de dialyse et quelqu'un m'a dit qu'il avait des problèmes à rester jusqu'à la fin parce qu'ils avaient des jambes sans repos à la fin. C'est pour ça qu'ils raccourcissaient la durée du traitement. Donc, j'aurais pu, et je vais le faire en fait, prescrire dans mon unité de faire du vélo stationnaire pendant les dernières heures de la dialyse, pendant 30 minutes à intensité modérée pour diminuer la gravité des jambes sans repos. Et on verra comment ça va dans quelques semaines. Donc, je pense qu'il y a une distinction très importante entre les deux parce que l'exercice dans la maladie rénale chronique fait en sorte que pour certains cas, certains symptômes, ça pourrait être utilisé comme thérapie médicale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, alors ça m'amène à vous parler des avantages de l'exercice dans l'insuffisance rénale chronique. Et je sais qu'on parle ici de trousse d'outils pour le bien-être mental. Je vais commencer avec ça, mais je vais vous expliquer deux choses qui ont à voir avec le bien-être mental. D'abord, il y a plusieurs symptômes qui touchent la maladie rénale et surtout dans les derniers stades. L'exercice a démontré que ça avait des avantages à ce sujet. Lorsque je parle d'exercice, les études qui ont été faites ont été surtout au niveau des exercices aérobiques ou cardiovasculaires qui augmentent le rythme cardiaque, vélo, marche. Il y a des études qui ont été faites au niveau de la force, levée de poids, etc., mais il y en a moins. Donc, la plupart portent sur des activités cardiovasculaires comme la marche, par exemple, le vélo. Alors, cela a des avantages pour empêcher les crampes, la dépression, réduire les symptômes de dépression, et cela, c'est constant et ça a démontré des changements cliniques significatifs et des améliorations significatives au niveau des évaluations de la dépression en soins cliniques. Donc, pour le bien-être mental, l'exercice pour les gens souffrant d'insuffisance rénale, c'est définitivement quelque chose que vous devriez avoir dans votre trousse d'outils. Il y a des preuves, des données probantes qui démontrent que l'exercice peut améliorer l'anxiété, ou certains symptômes d'anxiété. Et beaucoup de personnes font des exercices pour améliorer leur bien-être, leur
santé. Et il y a définitivement beaucoup de bénéfices en ce sens dans la population générale. Mais il y a des avantages au niveau cardiovasculaire, surtout chez les personnes en dialyse. On l'a vu récemment. Et l'autre point très important, c'est qu'il y a également des données provantes au niveau de la cognition, de la façon dont les gens pensent et diminue le déclin cognitif dû à l'âge, mais dû parfois aussi à la maladie rénale. Et le bonhomme de neige signifie le bien-être et la qualité de vie. Donc, encore une fois, euh, dans cette trousse d'outils pour le bien-être, l'exercice est définitivement une partie très importante, un outil important. Bon, je pense que la prochaine diapo, si vous voulez bien la mettre à l'écran, on me pose souvent la question, eh bien, je n'ai pas de maladie rénale, mais j'ai une maladie chronique, je suis fatiguée tout le temps, je n'ai pas de super fonction physique. Est-ce que c'est une bonne idée pour moi de faire de l'exercice? Comment puis-je faire de l'exercice? Eh bien, ça, c'est un autre des symptômes pour lesquels l'exercice a de belles possibilités d'amélioration. L'exercice pour la maladie rénale va vous donner davantage d'énergie. Je sais que ça peut sembler paradoxal, mais cela diminue les symptômes de fatigue. Alors, pensez-y pendant quelques secondes. Donc, encore une fois, ce que je pense. Est-ce que tout le monde peut faire de l'exercice? C'est une bonne question. Je crois que presque tout le monde, même s'il souffre de maladie rénale, peut faire une activité physique ou un certain type d'exercice. Mais encore une fois, ça doit être individualisé comme rend cela et on individualise cela pour d'autres personnes. Moi, ce que je fais dans mon régime d'exercice est très différent de ce que fera un haltérophile ou un marathonien. Donc, je pense qu'il faut personnaliser tout cela et le spectre d'activité. Si vous avez de fonctions physiques très faibles, peut-être votre objectif d'activité sera d'être capable de vous habiller seul. Et ce sera peut-être un bon départ de mettre la première manche de votre chemise tout seul. Et peut-être vous le ferez 2 fois dans la journée jusqu'à ce que vous soyez plus solide. Et quelques jours plus tard, si vous pensez pouvoir le faire, vous pourrez mettre le deuxième bras dans l'autre manche. Et quand on parle d'exercice en termes de maladie rénale chronique, on ne parle pas d'aller courir des marathons et de faire de l'exercice pendant 6 heures par jour. On parle simplement d'être actif et ces activités peuvent être quelque chose que vous aimez, que vous appréciez, mais peuvent avoir à faire avec vos fonctions physiques et vos objectifs en ce sens. Alors, je ne dis pas que les gens qui souffrent de maladie rénale ne peuvent pas courir de marathon. Il y en a qui le font. Bon, mais c'est comme dans toute la population saine, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais vous devez discuter avec les gens de votre programme, peut-être même avec une diététicienne ou un professionnel de l'exercice ou avec votre médecin et déterminer ce qui est bon pour vous. Alors, les gens posent des questions importantes quand on parle d'activité physique. Alors, on va dire aller à l'extérieur, démontrer que d'aller dehors fait une différence, améliore beaucoup d'aspects de la santé. Et je n'ai pas mis le site web à l'écran, mais on pourra le mettre peut-être dans le clavardage quand j'aurai terminé ma présentation. Il y a une nouvelle association, une nouvelle collaboration où on essaie de faire sortir les gens dehors. Alors, on parle de parc pour la nature, au parc naturel. Alors, il s'agit d'une diapo qui provient de leur site web et où
On dit que les gens sont plus heureux, moins stressés lorsqu'ils sortent dehors, vont se promener en forêt. Il y a un risque réduit de développer l'hypertension artérielle, du diabète, des maladies cardiaques. Ça améliore la mémoire, la créativité, la satisfaction au travail, les cognitions. Et les gens qui souffrent de MPOC ou autres problèmes pulmonaires voient leur bien-être amélioré. Et quand ils vont marcher dehors, ils vivent plus longtemps. Donc, non seulement on doit être actif et faire de l'exercice, comme je vous l'ai dit auparavant, mais faites-en une partie dehors. Sortez dehors si vous pouvez le faire. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais si c'est possible, faites-le. C'est ce que je vous suggère. Et la dernière diapo, s'il vous plaît. Donc, ma philosophie de vie est là, mais ça fonctionne aussi très bien quand on pense à l'activité physique et à l'exercice. Donc, 5 conseils, donnez-vous du temps pour vous reposer. Je pense que c'est important de vous donner la permission de vous reposer. Ça, c'est valable pour tout le monde. Mais surtout si vous souffrez d'une maladie chronique, parce qu'il y a peut-être une journée où vous êtes vraiment, vraiment fatigué et que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ces jours-là, ne vous en faites pas parce que vous n'êtes pas capable de faire la même quantité d'activité physique que vous faites normalement. Et on voit mon chien ici, et lui, il est maître dans l'art de relaxer. Il peut rester là pendant des heures et il ne se sent pas coupable de le faire. Il est toujours prêt à partir parce qu'il se repousse toujours. Pensez à ça. Et je pense que le deuxième point, de cultiver la gentillesse, euh, c'est un peu pareil. On se dit, soyez gentil envers vous-même. Bien sûr, soyez gentil envers les autres, mais soyez gentil envers vous-même. Donnez-vous des objectifs réalistes pour votre niveau, des objectifs que vous êtes en mesure d'atteindre. Commencez avec de petits objectifs. Assurez-vous que vous vous félicitez quand vous faites bien les choses, hein, parce que faire de l'exercice, si vous ne vous sentez pas bien ou vous n'en avez jamais fait auparavant, est difficile. Donc, soyez gentil envers vous-même, célébrez vos réussites et soyez compétissant envers vous-même, gentil envers vous-même quand ça ne va pas si bien. Alors, nourrissez votre âme, soyez actifs. Moi, j'ai beaucoup de partenaires de course. Ce sont mes amis. Chaque jour, on court ensemble et j'ai hâte de courir avec eux, mais ça m'aide. Ça nourrit mon âme d'avoir ces gens autour de moi et je le fais en courant avec euh, j'ai l'impression qu'il sourit quand il court et tout est bien. Et tout le monde trouve ça très intéressant de courir avec nous. L'exercice, j'en ai parlé, il faut être personnaliser l'exercice pour vos objectifs personnels, pour votre niveau aussi. Alors, établissez vos objectifs, que ce soit simplement de mettre votre chemise ou d'être capable d'aller jouer avec vos petits-enfants ou d'aller courir à 5 km, peu importe à quel niveau vous êtes, et sortez dehors dans la nature, profitez du soleil, c'est bon pour vous. Et sur cela, je vais terminer. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné cette possibilité de partager avec vous. Wow, thanks, Dr. Wow, merci Dr. Brown. C'était incroyable cette présentation. Magnifique de vous entendre parler de l'exercice. Some of the common Alors, questions certaines des questions que posent souvent les gens lorsqu'ils ne sont pas capables d'avoir une routine d'exercice structurée, est-ce qu'on peut changer ça pour de l'activité physique? Alors, quelle est la différence entre l'activité physique et l'exercice? Oui, je pense que l'exercice, c'est de l'activité physique. C'est très simplement très structuré. Et je pense que très souvent, il y a certaines journées où on n'est pas capable d'avoir des exercices structurés. Donc, d'essayer de trouver des endroits où on est
peut être plus actif, stationner 10 mètres plus loin ou 2 kilomètres plus loin, ça dépend où vous en êtes, le temps que vous avez à votre disponibilité, essayez de marcher jusqu'au magasin. Et si vous n'avez pas le temps, la suggestion générale, c'est de faire de 30 à 60 minutes d'exercice 5 à 7 jours semaine, mais c'est difficile pour beaucoup de gens de le faire, même simplement en question de temps. Et parfois, ben, ce sont les capacités qui ne sont pas là pour le faire. Donc, si vous faites 2 minutes à la fois, 5 minutes à la fois, quelques fois par jour, pour commencer, allez-y. Alors, faites tout ce que vous pouvez quand vous le pouvez. Oui, c'est vraiment de prendre cette chance de bouger quand on peut le faire. OK. Maintenant, je sais que vous avez mentionné des avantages. Il semble qu'il y en ait plusieurs. Alors, quels seraient les avantages typiques que vous observez chez la population de patients avec lesquels vous travaillez? Oui, nous avons quelques programmes d'exercice dans notre programme rénal au Manitoba. Alors, bon, par exemple, faire du vélo stationnaire durant l'hémodialyse. Il y a aussi des cours qui se donnent dans nos installations de santé physique qui sont gérés par des kinésiologues et des experts en santé, en exercice. Les gens se sentent mieux, donc il y a vraiment un aspect bien-être mental et je n'ai pas utilisé les citations cette fois-ci, mais il y en a plusieurs. Je pense que ça autonomise les gens à faire autre chose. Donc, moi, ce que je préfère dire, parce que je suis patient en dialyse, ça ne signifie pas que je ne peux rien faire d'autre. Ça, c'est la citation que j'entends le plus souvent. Alors, cela autonomise les gens dans d'autres parties de leur vie. Ils peuvent maintenant faire l'épicerie, jouer avec leurs petits-enfants. Ça leur donne une flexibilité accrue dans leur vie. Donc, je vous dirais que l'aspect bien-être, santé mentale, c'est ce qui ressort le plus souvent de cette activité physique. Et je sais que, bon, la vie quotidienne est assez difficile à prévoir, c'est souvent imprévisible, euh, soit parce qu'on a une longue journée ou parce que côté médical, on ne se sent pas bien, on se sent fatigué. À quel point est-ce que je dois quand même décider de faire un peu d'activité physique ou est-ce que je suis mieux de me reposer cette journée-là? Oui, c'est une question difficile parce que tout doit être personnalisé, mais c'est une bonne question. Alors, je vous dirais que si vous êtes en maladie aiguë, vous faites de la fièvre, vous avez un virus, un rhume, vous avez eu un changement de médicament, quelque chose se passe, des changements dans vos traitements, prenez ça mollo. Vérifiez avec vos professionnels de la santé. Mais ce que je suggère, ce que je fais moi-même, je me dis, OK, je ne me sens pas si bien, mais je vais sortir 10 minutes. Et sortir dehors et voir comment je me sens. Et bon, si après 10 minutes, je me sens encore mal, je vais rentrer. Ça peut être différent pour chaque personne, ça dépend de ce que vous faites. Il y en a qui vont peut-être sortir 2 minutes ou 5 minutes et vont réévaluer. Mais la plupart du temps, lorsque ça se produit, on continue parce que peut-être vous ne vous sentez pas bien, mais ça peut aider. Donc, c'est ce que je suggérerais de faire. OK, c'est vraiment de prendre le pouls de votre façon de vous sentir, d'être conscient de vous-même et d'essayer. Oui, si vous n'avez pas de vraies conditions médicales, essayez pendant un petit bout de temps. Et si vous vous sentez vraiment très mal, eh bien, soyez gentil envers vous-même et donnez-vous la permission de vous reposer pour ce jour-là. OK. Super, merci beaucoup pour toute cette présentation sur l'exercice. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième intervenant, la Dr. Mona Benhamrad. Elle est médecin, néphrologue. Elle a obtenu son diplôme à Paris, en France, en 2005. Elle est titulaire d'une maîtrise en biologie cellulaire de l'Université Paris-Cité et son projet de recherche portait sur les mécanismes de réparation après une lésion rénale aiguë dans le contexte d'une nécrose tubulaire aiguë.
Elle a émigré à Montréal en 2012. Elle occupe un poste à l'hôpital de Saint-Jean-sur-le-Richelieu dans la région du Grand Montréal au Québec depuis 2013. Elle s'intéresse et se passionne pour tous les outils de médecine psychocorporelle susceptibles d'aider les professionnels de la santé et les patients atteints de maladies chroniques à gérer le stress et l'anxiété. Elle a organisé un programme de méditation de pleine conscience adapté aux patients sous hémodialyse et un programme de yoga et travaille sur la respiration pour ses collègues pendant la pandémie de la COVID-19. Sur ce, j'aimerais accueillir la docteure Benemrad. Merci, Amrit, pour cette belle présentation. Peut-être, si vous voulez rester avec moi, nous pourrons faire un court exercice de pleine conscience. Nous savons maintenant comment respirer profondément avec le diaphragme. Je vais le faire en français, mais il y aura de la traduction. Prenons la position que Amrit vient de nous enseigner, donc les pieds bien ancrés dans la terre. Et si l'on peut fermer les yeux, mais si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut simplement adoucir le regard, baisser un peu les paupières. On peut aussi les garder un tout petit peu entr'ouvertes, de telle sorte qu'il y ait un mince filet de lumière qui passe entre les paupières. Et parfois, ça aide à ramener notre attention vers l'intérieur de nous-mêmes. On va commencer par 3 respirations diaphragmatiques, telles que Amrit vient de nous les enseigner. Donc, en posant une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Quand on inspire, le ventre va se gonfler comme un ballon. Et quand on va expirer, le nombril va revenir vers le rachis, presque comme pour toucher notre colonne vertébrale. Allons-y pour 3 respirations. Maintenant, on va cesser tout contrôle du souffle et simplement porter notre attention vers notre souffle naturel, vers le mouvement de va-et-vient de notre respiration. Notre respiration va être notre objet d'attention, notre objet d'ancrage. On va s'intéresser à notre respiration avec le maximum de curiosité, comme si on observait ce merveilleux phénomène qui nous tient en vie pour la première fois. Parfois, quand on observe un phénomène, on a tendance à l'amplifier. Ce n'est pas grave, aucun problème. Mais si on peut respirer comme d'habitude et simplement observer comment l'air entre dans nos narines, il parcourt toutes les voies respiratoires jusqu'au fond des poumons et ressort par les narines. Et quand on continue d'observer, on se rend compte que l'air qui entre est un tout petit peu plus frais. Il se réchauffe dans nos narines, il va dans les voies respiratoires et ensuite, quand il ressort, il est un peu plus chaud. En essayant de porter notre attention sur notre souffle, parfois une pensée va arriver. C'est tout à fait normal. On dit que l'esprit vagabonde. C'est sa fonction. On se félicite simplement d'avoir noté une pensée et on essaie de ne pas embarquer dans la pensée, de la laisser défiler comme un petit nuage dans le ciel ou comme une feuille d'automne sur une rivière. On laisse la pensée s'en aller et on se félicite de revenir à notre souffle ordinaire. Et si on a embarqué pour un instant dans la pensée, ce n'est pas grave, on revient à notre souffle. Car chaque fois que l'on fait cela, que l'on revient à notre souffle,
intentionnellement, on peut se féliciter. À présent, on va porter notre attention sur notre visage. On va faire un petit balayage corporel, mais uniquement centré sur la tête. On va essayer de porter notre attention sur notre cuir chevelu, qu'on ait des cheveux ou pas. Essayez de porter vraiment toute notre attention sur la peau qui enveloppe notre crâne. Allez vers le front, que je vous invite à lisser, en particulier ce petit espace entre les sourcils que l'on a tendance à garder froncé lorsqu'on est préoccupé. Simplement essayez de le détendre. Ce petit espace est notre front, comme un grand lac calme. On va essayer de détendre nos paupières, essayer de sentir nos globes oculaires, détendre nos joues, l'intérieur de nos joues, l'extérieur de nos joues, détendre un peu la mâchoire, mettre un peu de douceur dans ces muscles qui sont parfois très tendus, très contractés. Après ce petit balayage rapide du visage, on va reprendre 3 respirations diaphragmatiques profondes pour pouvoir revenir tous ensemble pour la suite de la conférence. Donc la main sur le ventre, je gonfle mon ventre lorsque j'inspire et lorsque j'expire, je dégonfle avec mon nombril qui va presque toucher ma colonne vertébrale. Et quand vous êtes prêt, prête, je vous invite à réouvrir les yeux. Et après ce petit exercice accéléré, car on peut bien sûr faire beaucoup plus long, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais en termes de technique corps-esprit. Donc, mes conflits d'intérêts. On peut passer à la diapositive suivante. Et pour des raisons personnelles, j'ai commencé à m'intéresser à la médecine corps-esprit. D'abord pour moi-même, pour m'aider à prendre en charge mes propres problèmes de santé et pour avoir testé aussi comme patiente de l'autre côté de la barrière ces techniques corps-esprit, j'ai décidé d'en apprendre plus en faisant une maîtrise de santé mentale à McGill au sein du laboratoire Géry Party avec le docteur Soham Rej. Alors, j'espère que la prochaine diapo va arriver. Super, merci beaucoup. Donc ça, c'est Dr Soham Rej que j'ai eu la chance de connaître en 2019 lorsqu'il a présenté des travaux qu'il avait faits en hémodialyse sur la réduction du stress basé sur la pleine conscience. Donc, c'est principalement de cela dont je voulais vous parler, car c'est là-dessus que nous avons de l'expertise dans notre laboratoire, la pleine conscience, le yoga, le tai chi, et je vous dirai aussi un tout petit mot de la technologie. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est l'état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement, sans juger, sur l'expérience qui se déploie moment après moment. C'est exactement ce que vous venez de faire avec votre souffle. Vous avez porté votre attention sur vos sensations corporelles, sur votre respiration,
qui est l'objet d'ancrage probablement le plus facile, surtout pour un occidental. Ce mouvement de va-et-vient de la respiration, comme une vague, on a plus de facilité à porter notre attention dessus. Donc, c'est vraiment l'entrée dans le monde de la pleine conscience. Jon Kabat-Zinn, c'est un scientifique, un PhD en biologie moléculaire, qui est allé apprendre en Orient auprès des grands maîtres bouddhistes la méditation. Et pour reprendre ses mots, il dit avoir trouvé un trésor qu'il a voulu partager avec tous les humains. Et lorsqu'il est revenu dans le Massachusetts, d'où il était originaire, à l'hôpital du Massachusetts General, il est allé voir ses collègues médecins et il leur a dit, est-ce que vous avez des patients pour lesquels vous ne savez plus quoi faire, qui ont tellement de souffrances, soit d'origine psychologique, soit d'origine physique, que vous avez tout essayé, que vous n'arrivez à rien, que vous et eux-mêmes sont désespérés? Est-ce que vous avez des patients comme ça? J'aimerais ouvrir une clinique avec un nouveau programme où j'intègre l'enseignement bouddhiste, les bases scientifiques et cliniques afin d'améliorer la qualité de vie, des choses qui sont déjà validées en Occident, et tout cela avec un contenu laïque. Et effectivement, c'est exactement ce qu'il a été capable de faire, car tous ses collègues lui ont dit « Ah oui, on en a plein des médecins comme ça, ouvre-la donc ta clinique, on va te les envoyer, ces patients-là. » Et c'est ce qu'il a fait. Et il a publié ses résultats, mais je ne veux pas vous étourdir avec des courbes et des résultats scientifiques. Mais grosso modo, il a constaté, quel que soit le diagnostic et quel que soit le pronostic, environ 30 à 50% de diminution de douleur, de symptômes de type anxiété, dépression. Et surtout, ce qui revenait beaucoup dans la bouche des patients, c'est avoir retrouvé l'espoir, avoir retrouvé la dignité, un certain contrôle sur leur vie. Ce fameux mot que Dr Baum a employé et qui est très difficile à traduire en français et qui est l'empowerment. Diapositive suivante. Alors, la méditation en pleine conscience, est-ce qu'on peut l'utiliser pour les personnes qui vivent avec une maladie rénale chronique et en particulier en dialyse? La réponse, c'est oui, c'est faisable. Et on n'a pas eu des résultats aussi spectaculaires que Jon Kabat-Zinn a pu en avoir. Cependant, dans 2 études qui ont été menées auprès des dialysés, malgré les difficultés de développer ce genre de programme parce que ça se faisait pendant les séances de dialyse, donc il pouvait y avoir des difficultés reliées au bruit, difficultés de concentration, difficultés liées à la fatigue, au manque d'énergie. Et bien néanmoins, surtout chez les patients qui avaient le plus de symptômes anxieux et dépressifs, il y avait une nette amélioration, ainsi que de la qualité de vie et des symptômes urémiques. Diapositive suivante. Alors, à partir des travaux pionniers de Jon Kabat-Zinn, Dr Zindel Segal, qui est un psychiatre de Toronto, a développé la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. C'est le même principe que la gestion du stress basée sur la pleine conscience. Ce sont des thérapies de groupe qui peuvent être entre 8 et 12 personnes. Dans le cas de Jon Kabat-Zinn, ses premiers groupes, c'était une vingtaine de personnes. C'est 2 heures à 2 heures et demie par semaine. Ça dure 8 semaines avec une pratique quotidienne à la maison. Et tout cela, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert surtout à prévenir la réapparition des symptômes de dépression et des symptômes d'anxiété. Ce sont toutes des stratégies qui visent à briser le cercle vicieux des pensées automatiques négatives, les ruminations, qui sont à la base du retour des symptômes d'anxiété et de dépression, exactement comme dans le cas des maladies chroniques où les ruminations augmentent, exacerbent énormément la douleur. Donc en ramenant la conscience au moment présent, parce que c'est ça, le fameux mindfulness, c'est le fait de revenir aux sensations corporelles. Donc ça peut être les sensations tactiles de comment on est assis, comment sont positionnés nos pieds, ou ça peut être, comme on l'a vu, l'ancrage sur le souffle. Donc à chaque fois qu'on ramène la conscience au moment présent, eh bien,
ça permet d'arrêter ce pilote automatique de notre esprit, à chaque fois en utilisant sensations corporelles et respiration. Diapositive suivante. Il y a une étude qui démarre actuellement avec Dr Zindel Segal, donc, qui a opérationnalisé la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, et mes collègues du groupe Jerry Party. Cette étude est en train de recruter activement, tout au travers du Canada, des personnes qui ont un symptôme de dépression. Donc, il n'y a pas besoin de diagnostic formel pour cela. N'importe qui peut prendre contact, qui pense avoir des symptômes de dépression. Tout se fait en mode virtuel par visioconférence. Donc, je vous ai mis ici les coordonnées de ma collègue Dr Lavigne, une des personnes en charge. Mais si jamais vous n'arrivez pas à prendre ces coordonnées, ce sera bientôt disponible sur le site de la Fondation canadienne du Rein, où vous pouvez me contacter et je vous mettrai en rapport avec les investigateurs. Diapositive suivante. Un mot rapide d'autres techniques corps-esprit que j'affectionne particulièrement, c'est le tai chi, qui est une méditation en mouvement, parce que aussi, comme Dr Baum nous l'a suggéré plus tôt, la façon dont on bouge affecte la façon dont on pense. Donc, quand on cible la posture, l'équilibre, on a un effet sur la cognition et la mémoire. Diapositive suivante. Et le tai chi a été essayé pendant la pandémie Covid dans une étude par mes collègues, et on a constaté une meilleure efficacité et une meilleure tolérance de cette méditation en mouvement chez des personnes qui étaient particulièrement anxieuses ou qui avaient des symptômes plus sévères de santé mentale. Diapositive suivante. Alors, il y a une diapositive qui a sauté, mais c'est pas bien grave. C'est une autre technique corps-esprit qui est le yoga. Et pendant la pandémie Covid, mes collègues ont réalisé une étude pour les aînés qui avaient une démence légère à modérée. Et il s'agissait de yoga sur chaise. Et c'était simplement en visioconférence. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir que même des personnes qui souffrent d'un trouble cognitif sont capables de le faire, y compris avec la technologie du Zoom. Et ça a été très rafraîchissant pour eux et pour leurs proches aidants, en évitant aussi le stress de devoir conduire sur des routes glacées ou dans des endroits où ils auraient pu se contaminer avec la COVID. Voilà, nos prochains projets de recherche utiliseront la réalité virtuelle pour l'exercice physique et pour d'autres techniques corps-esprit. Alors, je vais arrêter là pour laisser un peu d'espace aux questions. Merci, docteur Benhamra. C'était une très belle présentation sur la pleine conscience et les techniques corps-esprit. Je pense qu'on peut tous être d'accord que la pleine conscience est un terme que beaucoup de personnes ont entendu déjà, mais d'amener ça dans leur style de vie, dans leurs conditions, comment peuvent-ils l'adapter cela, c'est-à-dire la pleine conscience, les exercices en pleine conscience à la maladie rénale chronique? Et comment est-ce que les gens souffrant de maladies rénales, maladies hépatiques, en sous-dialyse peuvent faire cela? Effectivement, la question, c'est d'adapter un programme. Parce qu'une personne qui vit avec une maladie rénale chronique, en particulier lorsqu'elle doit vivre avec de la dialyse, fait face à d'énormes défis dans sa vie quotidienne. Et on sait que ces personnes ont un risque de souffrir d'anxiété et de dépression beaucoup plus important que la population générale. Ça peut atteindre jusqu'à 50% de ces personnes qui vivent avec des symptômes d'anxiété et de dépression et qui
pardon, et qui n'osent pas nécessairement en parler. Il y a encore un tabou concernant leur détresse psychologique. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas être entendus, parce qu'il Mhm. n'y a pas tant de ressources que cela dans le système de soins? Ça se peut. Et on a encore beaucoup de travail à faire pour offrir ces techniques complémentaires de telle sorte que ce soit adapté à leurs conditions physiques, leur niveau de fatigue, d'énergie, leurs possibles difficultés de concentration. Et comme l'a dit Dr Baum, il y a des jours où on est plus fatigué, où on a plus besoin de se reposer. Donc, on est encore en train d'essayer de concevoir des programmes ou qui soient beaucoup plus adaptés, aussi peut-être dans la durée des sessions, que ce soit un petit peu plus court et que ce ne soit pas simplement la pleine conscience, parce que parfois la pleine conscience, la concentration sur le moment présent peut faire vivre une certaine détresse, parce que le moment présent n'est pas toujours agréable. Donc, il y a de la recherche qui se fait actuellement pour introduire plus de compassion, plus de résilience et beaucoup, beaucoup d'autocompassion par rapport à tout ce qui peut émerger dans le moment présent comme émotion négative. You just Donc, on have prend vraiment la chance d'avoir un état mental positif de la meilleure façon possible. Est-ce que je peux paraphraser comme ça? Oui et non, parce que par moment, il y a des moments déplaisants. Il peut y avoir de la douleur, de l'inconfort physique ou Mhm. psychologique. Et le mindfulness, c'est accepter ce qui vient, mais il y a aussi une composante où l'acceptation est très, très, très importante, mais aussi il y a d'autres techniques comme Mhm. l'hypnose, euh, comme aussi la sophrologie qui est très populaire en Europe et qui va sûrement émerger en Amérique du Nord, où la gestion de la douleur et de l'inconfort devient un outil beaucoup plus pointu. Donc il y a aussi d'autres techniques. Parfois, la pleine conscience ne suffit pas. Parfois, il faut introduire aussi un élément d'autocompassion par rapport à ce que l'on ressent. C'est ça qui va augmenter notre résilience, car on ne peut pas toujours éviter l'inconfort et la douleur. Mhm. Mhm. Ah oui, Very interesting. So, très intéressant. Train, could you tell me a little Donc, bit about dans ce different mind? angle-là, pouvez-vous nous parler de différentes techniques On a choristiques le qui tai sont chi qui disponibles? est extrêmement intéressant pour les aînés, pour les personnes qui sont à risque de chute, en ciblant vraiment la posture, l'équilibre, en apprenant des séquences de mouvements coordonnés. On améliore la balance, l'équilibre, ce qu'on appelle the gait, et on prévient les chutes d'une façon vraiment très impressionnante. Il y a beaucoup d'études randomisées contrôlées qui suggèrent qu'il y a moins de 60 à 75% de risque de chute, par exemple avec le tai chi. Et en même temps, le tai chi a comme un effet multimodal. Ça va agir aussi sur la mémoire, sur la cognition, sur la force, la Mhm. flexibilité. Le tai chi se fait souvent en extérieur, donc on a l'élément de la nature. On a l'élément aussi de la pleine conscience, de faire très lentement des mouvements. Donc si vous avez l'occasion d'intégrer des groupes Mhm. de tai chi qui pratiquent en extérieur, c'est absolument extraordinaire. Et ça, moi-même, je l'ai testé et j'en pratique régulièrement. Il y a aussi le yoga qui présente des vertus similaires et qui peut être énormément adapté aux conditions des patients. Ça s'adapte aux personnes qui souffrent de cancer, ça s'adapte aux personnes limitées physiquement, elles peuvent le faire sur chaise. Et avec l'étude pilote qu'on a faite, on impliquait les proches aidants, ça a été extraordinaire. De faire cette activité ensemble, la personne qui a des problèmes de santé physique et mentale et son proche aidant. Il y a l'hypnose qui est très intéressante avec l'auto-hypnose pour la gestion de la douleur chronique.
Il y a la sophrologie, donc qui est une technique très populaire en Europe francophone pour la gestion de la douleur. L'acupuncture peut être quelque chose d'intéressant et il y a différentes formes aussi de méditation. Donc, moi, mon conseil, c'est que chacun a des goûts différents et ça peut être de tester ce qu'il y a autour de soi. Great. Great. Thanks. Fantastique. Merci beaucoup, beaucoup pour cette belle réponse, docteur Emerald. Maintenant, je vais vous présenter Julie Dwyer. Julie est une clinicienne, une chercheuse, une entrepreneur avec plus de 10 ans d'expérience. Elle a un doctorat, propose divers programmes d'éducation, de formation, de performance mentale et de bien-être en entreprise, basés sur la pleine conscience et tenant compte des traumatismes par l'intermédiaire de son entreprise, le Center for Mindfulness and Ease, le Centre pour la pleine conscience et l'aisance. Elle a travaillé avec plus de 60 organisations pour améliorer le bien-être et a 8 ans d'expérience clinique dans le système de santé publique. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie clinique de l'Université d'Édimbourg, où elle a étudié les interventions basées sur la pleine conscience pour l'anxiété. Elle termine actuellement un doctorat à l'Université Memorial dont les recherches portent sur la douleur chronique. Sur ce, bienvenue Julie, à toi la parole. Merci, merci de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Je suis à Terre-Neuve et j'aimerais d'abord reconnaître les différents groupes autochtones ici à Terre-Neuve, le Labrador, les Mi'kmaq, les Inuits, les Inuits. Donc, je vais commencer ma présentation. Alors, on va regarder les diapos. Et on va pratiquer un petit peu ensemble. Donc, comme Mona a présenté la pleine conscience, nous savons que cela croît en popularité. On le voit à la télé, dans les médias sociaux. C'est très difficile de ne pas voir la pleine conscience partout. Mais l'idée, c'est de prêter attention d'une manière particulière à quelque chose, dans un but particulier, dans un moment présent et sans jugement. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est cette partie sans jugement qui est plutôt difficile à faire. On a tendance à être très, très critique envers nous-mêmes. Donc, la pleine conscience, c'est d'aller à la rencontre de nous-mêmes tels que nous sommes dans le moment présent, avec ouverture, curiosité et acceptation. Prochaine diapo. Donc, quand on parle d'être présent, d'être en pleine conscience, on remarque les émotions, les sentiments physiques, les pensées, du mieux possible, on les laisse aller, venir, sans essayer de les contrôler. Donc, c'est prendre un point de vue d'observateur sur une expérience, sur notre expérience, et accepter l'expérience telle qu'elle est, faire du mieux possible avec cette expérience. Prochaine diapo. Donc, l'acceptation peut être assez difficile, surtout quand on parle d'un diagnostic d'une maladie chronique, douleur chronique. Nous ne choisissons pas le diagnostic et quand nous n'aimons pas notre réalité, il peut être difficile de l'accepter. Comment est-ce qu'on peut accepter quelque chose qu'on déteste? Mais quand on commence à y penser, quand on commence à faire de la place à tout cela, faire de la place à tout le spectre de l'expérience humaine, y compris ce qui est inconfortable ou désagréable. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit nécessairement, mais plus nous pratiquons, plus nous sommes ouverts à cela, plus nous réalisons que toutes nos sensations, nos émotions, nos pensées vont et viennent et sont temporaires. Alors, on parle un peu de ce qui est aussi, on a parlé de la pleine conscience, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ce n'est pas? Eh bien, très souvent, quand on commence à pratiquer la pleine conscience, on se sent détendu. La relaxation est une conséquence de la pleine conscience, mais ce n'est pas nécessairement la même chose. Alors, Emmerich l'a mentionné un peu plus tôt, et avec la pratique qu'il a faite avec nous, on pense parfois qu'on fait les choses de travers parce qu'on pense à quelque chose. Mais la neuroscience nous montre que le cerveau a toujours des pensées et parfois on pense à tort que nous sommes l'auteur de ces pensées, que toutes nos pensées sont vraies,
qu'elles sont égales, qu'elles ont été créées égales, mais en fait, on n'a pas vraiment de contrôle sur les pensées qui nous viennent. Et lorsque nous pratiquons la pleine conscience, et on va en faire dans peu de temps, les pensées vont et viennent. Et on doit prendre un peu de recul et observer de façon objective ces pensées. Et quand on commence à remarquer le type de pensée, à quoi ressemblent nos pensées, nous commençons à remarquer qu'il y a des histoires et que certaines de ces histoires ne sont pas vraies, certaines ne sont pas correctes. Donc, on commence à déterminer quelles sont les pensées qui valent la peine d'être considérées. Parce qu'on a des milliers de pensées chaque jour. Les recherches ont démontré qu'on pouvait avoir jusqu'à 10 000 pensées par jour. Et si on porte attention et donne de l'énergie à chacune de ces pensées, on va passer nos journées à être dans notre tête. Et l'anxiété, la rumination, tout cela vont arriver. Mais il faut comprendre également que la pleine conscience, ce n'est pas de la pensée positive, seulement les belles vibrations, les bonnes vibrations. Alors, il y a dans la pleine conscience l'acceptation tant du positif que du négatif. En tant qu'être humain, on a été conditionné à catégoriser tout d'un côté bon, mauvais, j'aime, je n'aime pas, mais la réalité, c'est que la pleine conscience, c'est de laisser l'espace à tout ce qui existe d'exister et d'être de compatir envers nous-mêmes. Et finalement, la pleine conscience n'est pas une pratique religieuse ou spirituelle. Oui, ça pourrait l'être parce que ça remonte à des milliers d'années. Il y a des traditions de méditation un peu partout, mais dans le monde clinique, dans ma recherche, moi, je vous dirais que c'est davantage quelque chose qui est une pratique qui n'est pas religieuse ou spirituelle. Et je pourrais vous envoyer des ressources si vous le voulez à ce sujet. Prochaine diapo. Donc, la pleine conscience favorise la prise de conscience des sensations corporelles, des pensées, des expériences émotionnelles. Alors, nous avons des pensées non voulues, des pensées, des sentiments indésirables, mais il faut les considérer comme des événements mentaux passagers. Alors, on parle dans ma recherche de douleur, d'inconfort. On peut considérer ces expériences-là comme étant de passage seulement. Il faut choisir où on veut concentrer notre attention afin de devenir plus présent dans nos vies et dans nos échanges avec les personnes qui nous entourent. Donc, il y a plusieurs avantages à la pleine conscience. Je pense que une des choses importantes qui nous aidera à faire la différence entre nous-mêmes et nos pensées. Il faut comprendre que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos sentiments. La pleine conscience nous aidera à être pleinement conscients ici et maintenant. Et il nous permettra d'éviter de catégoriser bon et mauvais. Et donc, lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous sommes plus près de nous-mêmes, nous améliorons la conscience de nous-mêmes. Et comme le Dr. Krauss l'a dit un peu plus tôt, c'est ce qui nous permettra de décider, OK, aujourd'hui, est-ce que je suis trop fatiguée? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que c'est ce que mon corps veut? Est-ce que c'est ce que mon esprit veut? Alors, peut-être vous direz, oh, je suis un peu paresseux, mais je pense que si je vais prendre une marche, ça va aller mieux. Donc, c'est un peu comme un muscle, si je peux me permettre, qu'on doit exercer et finalement, ça fera qu'on deviendra moins perturbé, moins réactif aux expériences désagréables. Alors, si vous êtes dans circulation, il n'y aura pas de rage au volant, vous pourrez relaxer et nous pourrons être en meilleure santé mentale et physique. Mais avant de discuter de tout cela, de ces pratiques informelles, bon, je veux vous dire que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais je veux vous expliquer comment vous pouvez pratiquer la pleine conscience sans méditer nécessairement. Ralentissez, faites une chose à la fois et
soyez présent au moment présent. La façon dont on utilise la technologie, c'est un bel outil, mais être en ligne 24 heures par jour, 7 jours par semaine peut être difficile. Vous avez peut-être besoin d'une désintoxication numérique. Ça vous permettra d'être en pleine conscience davantage, de faire un journal, vous permettra de comprendre ce qui se passe dans vos journées, pratiquer la gratitude, simplement avant d'aller vous coucher le soir, penser à certaines choses qui sont bien passées dans votre journée. Et une bonne journée, ce sera facile de trouver des choses qui vont bien. Vous pourrez peut-être en lister 10. Il y a d'autres journées où ce sera plus difficile, les journées où vous ne vous sentez pas bien. Ce sera plus difficile de trouver des choses positives, mais si on s'entraîne à commencer à remarquer les choses positives, même les journées les plus difficiles, on va créer un changement dans la façon dont nous percevons les choses qui nous entourent. Et on peut également appliquer un exercice de mise à la terre, une activité quotidienne, n'importe quelle activité quotidienne, donc que ce soit prendre une douche, conduire la voiture, dans la douche, par exemple. Est-ce que l'eau est chaude? Est-ce que l'eau est froide? Que sent le savon? Lorsque vous mangez, au lieu de simplement avaler ce que vous avez essayé de voir, comment vous pouvez noter les textures, les goûts. Alors, il y a beaucoup de place à la discrétion pour faire de la pleine conscience tout au long de votre journée. Pour plusieurs d'entre nous, les journées sont longues et complètes, alors il faut essayer d'incorporer tout cela. Il y a également des façons plus officielles, formelles de pratiquer la pleine conscience. La méditation, le yoga, le travail de respiration, la thérapie cognitive, par exemple, qui sont des façons plus formelles de pratiquer la pleine conscience. Ce sont des outils qui vous permettront de rester bien dans votre peau. Dr. John Haberson a parlé, il est le père de la pleine conscience dans le sens occidental. Et il a beaucoup de bons livres, beaucoup de techniques de méditation en ligne, des livres. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Et avant de parler de la pratique, je veux vous faire comprendre que la cohérence, la constance est essentielle lorsqu'on parle de la pleine conscience. Donc, beaucoup de recherches ont été faites et ont démontré qu'il faut au moins avoir 8 semaines de pratique constante pour commencer à changer les structures mentales. Donc, plus on le fait, meilleurs sont les avantages. Donc, quand on pratique la pleine conscience, ça nous amène à rester dans le temps présent, même quand les choses sont difficiles. Et il y a des choses difficiles dans la vie, mais elles deviennent moins pénibles. Donc, si vous commencez à percevoir la pleine conscience comme un mode de vie plutôt qu'une habitude spécifique, ça va vous aider à ce n'est pas facile de vivre avec une maladie chronique, ça ajoute un fardeau. Donc, plutôt que de dire, ah, bon, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau, essayez plutôt de continuer à faire ce que vous faites, mais avec une optique différente. Et vous pouvez toujours utiliser votre respiration. On n'a pas à chercher plus loin, la respiration est toujours disponible et on peut l'utiliser pour s'ancrer quand les choses deviennent plus difficiles. Ça peut nous servir de refuge. Donc, la respiration est une façon incroyable de reconnecter au moment présent et de sortir du pilotage automatique. Prochaine diapo. Donc, pour résumer la conversation sur la pleine conscience, je vous dirais que c'est d'établir une relation de confiance avec son corps. Le problème avec ça, c'est que pour plusieurs d'entre nous, et c'est peut-être une question de génération, beaucoup de la recherche est nouvelle, beaucoup de ces discours sont nouveaux. Il y a une espèce de changement de langage de communication et je pense que c'est bien de voir comment on parle maintenant de santé mentale. Il y a eu des changements, il y a de la place à encore de l'amélioration, mais il faut y arriver, il faut faire, obtenir
on a tendance à essayer de faire les choses une après l'autre rapidement et on a une espèce de déconnexion avec notre corps. Donc, la pleine conscience, c'est de rebâtir cette relation entre le corps et l'esprit et de faire confiance à ce qu'on ressent. Arms and our biceps. Alors, on va au gym, on renforce nos bras, nos biceps, mais c'est la même chose quand on parle d'exercices mentaux. Il faut de la pratique, de l'entraînement des muscles de l'esprit, de la patience et de l'intention. Et souvent, nous avons l'impression que c'est difficile et nous avons besoin de prendre une pause, mais il faut comprendre que nos pensées sont un outil de communication plutôt que des expériences négatives qu'on doit éviter. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et avant d'en arriver à la période de questions, on va pratiquer quelque chose. Alors, peu importe où vous êtes, trouvez-vous une position confortable. Si vous êtes assis sur une chaise comme moi, eh bien, peut-être sentir vos pieds bien ancrés dans le sol. Remarquez où vos mains sont, comment vous êtes assis, peut-être votre dos. Vous allez sentir le poids de votre corps et il deviendra de plus en plus lourd avec chaque inspiration. Et commençons à relier notre conscience à notre respiration, prenant conscience de chaque inspiration, chaque expiration. Permettre à notre respiration de nous guider. Commencez peut-être à remarquer ce qui vous entoure, les sons, le son de votre respiration, des sons peut-être plus lointains. Euh, Remarquez quelle est la température, peut-être est-ce que c'est frais, peut-être est-ce chaud. Prenez quelques minutes pour explorer vos sens. Considérez que c'est une passerelle vous amenant vers votre corps. Prenez un moment pour regarder quel genre de pensées vous viennent à l'esprit. Remarquez s'il y a du jugement, de la compassion dans vos pensées. Ne faites que remarquer ce qu'il en est. Prenez un petit moment pour balayer votre corps, remarquez les endroits où il y a des tensions, où vous êtes un peu plus tendu. Et dans la mesure du possible, en utilisant votre respiration pour adoucir tout cela, en expirant, laissez partir les tensions. Et
peut-être vous en débarrasser si c'est ce que vous voulez aujourd'hui. From here, start to invite Alors voilà, back faites des petits mouvements lents transitioning out of the practice, pour sortir de l'exercice, taking care and space to gently prendre l'espace nécessaire pour revenir dans le quotidien. maybe even taking a moment here Peut-être même prendre un moment practice to pour notice absorber l'exercice, remarquer s'il y a eu un changement suite à cette pause, à ces réflexions. thank you all for joining me. Merci à tout le monde d'avoir été avec moi pour cet exercice. Wonderful. Thanks. Merveilleux. Merci beaucoup, beaucoup, Julie, pour cet exercice So you incroyable. talked to us a little bit about Tu nous as parlé un peu de l'approche de one corps-esprit, de la... questions, at least that I have. Une question que j'ai quand on parle de pleine conscience, How c'est did qu'on a you des vies become très occupées. Comment what est-ce you've learned over qu'on the peut, years? quels sont les trucs peut-être que vous avez, que vous pourriez partager avec nous, qui nous permettraient d'intégrer ces approches corps-esprit dans nos vies quotidiennes? Excellente question. Alors, oui, ça peut être difficile si on dit, ah non, pas encore quelque chose que je dois intégrer à ma vie, mais on regarde ce qu'on fait déjà et on essaie d'incorporer des habitudes de pleine conscience dans nos activités quotidiennes. Et on commence tout petit, on n'a pas passé de 0 à 60, on passe de 0 à 1. Si on n'a que 5 minutes par jour, eh bien 5 minutes, c'est suffisant. Et nous pourrons augmenter cela au fur et à mesure parce que vous savez, ça c'est comme autre chose, apprendre à parler français, apprendre à lire, apprendre à écrire, c'est une compétence, alors ça prend un certain temps à s'y habituer. Il faut commencer doucement, conduire en pleine conscience, manger en pleine conscience, se doucher en pleine conscience. C'est simplement d'amener un petit changement à ce que nous faisons. Parfois, vous savez, on saute dans la voiture à la fin de la journée, on prend la route et on reprend conscience pratiquement quand on arrive dans l'entrée chez soi. Donc, essayez simplement de porter attention à la route, à votre conduite. Bon, je dis ça comme ça peut être autre chose. Ça dépend des personnes, mais commencez avec un petit quelque chose. Ah, super. Tell us a little bit about Maintenant, self-management. What la is it gestion de soi, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que c'est si important chronic illnesses? pour les gens qui ont des maladies chroniques? Oui, je pense que c'est une autre excellente question. En fait, la maladie chronique, la douleur chronique, c'est quelque chose, le mot autogestion, gestion de soi, bon, ça peut faire peur. On peut se dire, mon professionnel de la santé veut que je gère ça moi-même. Mais non, c'est une façon d'autonomiser les gens, de pouvoir prendre le contrôle sur ce qui se passe dans nos vies. Et beaucoup de recherches ont démontré que dans les programmes d'autogestion, de gestion de soi, que ce soit pour une maladie physique ou mentale, ont tendance à avoir une meilleure qualité de vie, que ce soit faire des activités de pleine conscience, du tai chi, du yoga, de l'exercice physique. Ce sont des façons de travailler corps et l'esprit pour gérer des conditions chroniques. Well, Super. thanks so much Merci. for Merci beaucoup, Julie, d'avoir partagé toute cette information avec nous et d'avoir fait cet exercice. Maintenant, j'aimerais ouvrir la période de questions à tous les intervenants qui sont ici aujourd'hui et nous serons tous très heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Je vois une question. La question est, est-ce qu'il y a eu des études cliniques liant les avantages physiques
à la pleine conscience? Ça, je peux y répondre. Donc, c'est très intéressant avec la pleine conscience, c'est que même avec un court programme d'un BSR, c'est-à-dire réduction du stress par la pleine conscience, nous voyons des changements au niveau de l'imagerie fonctionnelle du cerveau. Et ça, c'est vraiment très étonnant parce que 8 semaines, c'est très, très rapide. Et avec davantage de pratique, on voit davantage de changements. Donc, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a une tendance vers un ralentissement du déclin cognitif. Et cela a un effet très important sur le vieillissement. Ça ralentit le processus de vieillissement, améliore la mémoire, régule les émotions. Et au niveau physique de ce programme MDSR, c'est que ça, de l'efficacité sur la gestion de la douleur, l'anxiété, la dépression et beaucoup d'inconfort physique également, euh, comme même pour le prurite ou quelque chose du genre. Merci. We have another question. Nous avons une autre question. Comment est-ce que je peux avoir une prescription PARC sans devoir aller voir mon médecin de famille? Je vais répondre, étant donné que c'est moi qui ai parlé de PARC. Je pense que alors, vous devez aller voir un fournisseur de services qui offre PARC dans votre région. Donc, peut-être tu vas devoir aller voir ton médecin de famille et l'achaler avec ça, comme tu dis. Donc, ce ne sont pas tous les médecins qui sont au courant de ce programme-là. Donc, va voir le site web et montre-lui ton téléphone. Ça peut aider. OK? Super. Okay, thank you. Merci. Question. Donc, nous avons une autre question au niveau de la douleur chronique. Est-ce que la pleine conscience peut aider au niveau de la douleur chronique, Mona ou Judy? Est-ce que vous voulez répondre à cela? Bien sûr. So, yes, Je peux répondre à cela. is La pleine conscience, c'est bénéfique pour la douleur chronique. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites depuis 40 ans, en effet, sur la pleine conscience pour soulager la douleur chronique. Ça modifie la façon dont on perçoit notre douleur, ça diminue le stress, améliore notre tolérance, ça permet de réguler les émotions et lorsque le système nerveux est mieux régulé, nous avons moins de douleur et il améliore également les fonctions cognitives, améliore le sommeil. I think, yeah, those are some of the benefits. Oui, voilà certains des avantages. Mhm. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie. Et au niveau de la douleur, il y a presque 50% de la douleur qui est liée à la rumination, à ces pensées négatives automatiques. Donc, la pleine conscience agit surtout là-dessus, elle diminue la douleur et ça peut être de 30%, de 40%, même au niveau des douleurs réfractaires, même au niveau du cancer, peu importe la condition, peu importe le diagnostic. Vous savez, le médecin dont je vous parlais a ouvert sa clinique pour les gens désespérés et ça a aidé. Ce n'est pas un médicament magique, mais ça aide. Thank you. Super, merci. We have another question. Nous avons une autre question. Presumably three of my family. Il y a 3 de mes membres de ma famille qui souffrent comment est-ce qu'on peut... Je pense qu'il faut que vous discutiez avec votre médecin, bon médecin, comment on peut faire des tests, soit votre médecin de famille, soit un médecin que vous irez voir au départ, il vous référera peut-être à un spécialiste de la génétique ou encore à un néphrologue, mais ça dépend de ce que vous avez comme maladie rénale. Je ne peux pas commenter là-dessus directement.
parce qu'il faut faire des tests génétiques. Okay, great. Thank OK, you for merci. that. Et c'était pour la maladie rénale polycystique. Nous avons une autre question en français cette fois-ci. Perhaps Mona yourself. Alors, Mona, est-ce que tu peux répondre à ça? Someone in the attendees asked about the resources because Quelqu'un she demandait quelles étaient les ressources a specialist parce que c'est difficile de trouver des spécialistes en prédialyse qui se what I can préoccupent de la santé mentale. ask your Alors, demandez à votre médecin. have C'est ce que je vous suggère parce qu'il est possible qu'il ait des liens avec des gens qui donnent les programmes de pleine conscience pour réduire la douleur. Dans les CLSC, habituellement, il y a des travailleurs sociaux, des psychologues qui sont capables de fournir ces services parce que c'est bien organisé pour certains problèmes chroniques, que ce soit. Et il y a des applications intéressantes d'ici là, si vous voulez. Donc, en français, il y a Petit Bambou qui a été évalué par des psychiatres. Donc, vous avez des psychiatres importants comme Christophe André, français, qui a fait de la médication guidée. Et il y a des milliers de personnes qui le suivent, des enfants, des adultes. Et bien sûr, à la Fondation du Rhin, ils ont également des ressources. Mais selon votre région, il est important de contacter votre généraliste, votre médecin de famille, afin qu'il puisse vous mettre en contact avec les programmes. Super, merci beaucoup pour ça, Mona. Donc, on a dépassé notre temps un tout petit peu. Peut-être on pourrait arrêter la période de questions. Je vais maintenant laisser la parole à Craig. Merci, Amrit. Merci aux panélistes pour cette discussion passionnante sur certaines des façons dont nous pouvons aborder le bien-être mental lorsque nous vivons avec une maladie rénale chronique. Brièvement, j'aimerais parler des possibilités de recherche. Si vous avez problème rénal ou vous aidez quelqu'un qui a un problème rénal, il y a beaucoup de possibilités de participer à des recherches que vous voyez à l'écran avec l'Université de l'Alberta. Ça s'appelle Empower. Alors, si vous avez une greffe, vous voulez augmenter votre force, votre résilience, donner un autre sens à votre vie, ça peut être partagé. Vous n'avez qu'à balayer le code QR et vous aurez de très bons exemples de ce qui se fait. C'est un programme de 12 semaines en ligne qui aide les patients à regagner confiance, force et énergie. Alors, sur kidneylink.ca, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des façons pour mettre en contact des fournisseurs de services et des patients. Alors, si vous êtes un chercheur, un fournisseur de services, vous pouvez aller sur kidneylink.ca. Ce sont des partenaires de la Fondation et vous verrez quelles sont les recherches qui peuvent être faites. Je peux résumer en disant que pour vous aider à poursuivre votre apprentissage, nous avons dressé une liste de ressources très utiles. Cette liste sera distribuée à tous les participants. Vous pouvez nous contacter à l'adresse kidneyprograms@kidney.ca pour en savoir plus. À la fin du webinaire aujourd'hui, votre ordinateur ouvrira automatiquement une nouvelle page vous demandant de répondre à notre enquête de satisfaction. Vos commentaires sont vraiment très importants pour nous aider à continuer à améliorer notre série de webinaires et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre un moment pour y répondre. L'enquête est disponible tant en anglais qu'en français. Vous trouverez le choix de la langue dans le coin supérieur droit de votre écran. Carrie, le dernier mot te revient.
Merci, merci tout le monde. Merci Craig. Et au nom de la Fondation canadienne du Rhin, nous vous remercions d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui pour tout cela et nous vous souhaitons